Il est 13h30 à Kinshasa, précisément dans la commune de Ngalima. Plutôt, nous sommes au quartier Pigeon. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition de la mi-journée sur Mondico Télévision. À l'issue de la réunion tenue samedi dernier au Palais du Peuple sur l'harmonisation de vues, les bureaux provisoires de la Chambre haute annoncent ce lundi 5 août 2024 les débuts de dépôt des candidatures pour l'élection du bureau définitif du Sénat et son installation prévue pour ce samedi 10 août 2024. C'est ce qui ressort du nouveau calendrier réaménagé. Suivez. Le calendrier réaménagé pour l'élection du bureau définitif du Sénat vient d'être publié par le bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement. La publication de ce nouveau calendrier fait suite à la réunion relative à l'harmonisation pour la répartition de postes au bureau définitif du Sénat entre la majorité et l'opposition tenue dans la salle Kivu du Palais du Peuple le samedi 3 août 2024. Selon le nouveau calendrier, l'élection et l'installation du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement interviendront le samedi 10 août 2024. Bien avant cette étape, le nouveau calendrier prévoit du lundi 5 au mardi 6 août le dépôt de candidature, puis le mercredi 7 août 2024, l'examen de candidature par la commission ad hoc et l'affichage de la liste provisoire des candidats retenus. La journée du 8 août sera consacrée au dépôt et à l'examen de recours par la commission ad hoc ainsi qu'à l'affichage de la liste définitive de candidats retenus. La journée du vendredi 9 août sera dédiée à la séance plénière, l'élection et l'installation du nouveau bureau définitif du Sénat. Il s'est de noter que ces consensus entre la majorité parlementaire et l'opposition vient mettre fin à une série de reports de l'élection du bureau définitif du Sénat. Sur la base du poids numérique, la majorité a obtenu 6 postes et l'opposition 1. Parmi les postes obtenus par la majorité figure celui du président du Sénat, du premier vice-président, le deuxième vice-président, de rapporteur, de questeurs et de questeurs adjoints. L'opposition auront automatiquement la fin de la session extraordinaire inaugurale ouverte par la mise en place du bureau d'âge, conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution de la République. Ce nouveau bureau qui sera élu succédera officiellement au bureau Modeste Bahati Lukwebo, qui a géré la Chambre haute du Parlement pendant 3 ans en remplacement du bureau d'Alexis Tambwe-Mwamba. D'une chambre législative à une autre, à l'Assemblée provinciale, cette fois, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a au cours d'une plénière extraordinaire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le samedi 3 août 2024, présenté le programme d'action 2024-2028 de son gouvernement en vue d'obtenir son investiture. Un programme d'action chiffré à 10 milliards de dollars américains. Viningali Junior. Chiffré à 10 milliards de dollars américains, ces programmes dénommés Kinshasa et Zobonga comptent 11 axes prioritaires, notamment la sécurité, l'assainissement et salubrité, l'amélioration de la voirie et mobilité, l'aménagement de la ville, la construction de bâtiments publics urbains et l'érection d'une nouvelle ville et la transformation numérique. Rappelant que la capitale congolaise, qui abrite ces jours près de 20 millions de vies humaines, dont 50% constituent la population non active représentée par 47% d'enfants et jeunes, 3% de personnes d'un âge passif allant de 60 ans à plus et que sur les 50% de la population active, 15% seulement travaillent, l'autorité urbaine a réitéré la ferme détermination de son équipe de créer plus d'emplois pour les Kinois. Notre défi est de donner du travail aux 85% restants, soit près de 8 millions de Kinois. À ces millions, il faut ajouter chaque année les nouveaux jeunes qui arrivent sur le marché d'emploi, a-t-il dit. Sur le plan sécuritaire, le gouvernement de la ville de Kinshasa s'engage à mettre fin au banditisme urbain appelé dans le jargon kinois Kuluna, au vol, enlèvement et autres fléaux. Quant à l'assainissement qui constitue un des grands défis de la ville, le gouverneur Daniel Bumba a fait savoir que grâce aux différents projets qui seront lancés dans les jours qui viennent, notamment l'opération Coup de poing, Kinshasa sera débarrassé de tous les déchets. L'exécutif provincial, a-t-il soutenu, va s'activer pour l'ouverture des centres d'enfouissement pour l'évacuation des déchets. S'agissant de la salubrité, nous avons réfléchi à ressortir de projets structurants. Ainsi, en synergie avec le programme présidentiel Congo Propre, notre politique consistera à l'implémentation d'un système intégré de gestion et de traitement de déchets urbains allant de la collecte à l'enfouissement technique et à la valorisation de déchets en vue de les convertir en énergie, en engrais,
en pavés écologiques, etc., a dit le gouverneur. Le programme du gouvernement provincial prévoit également d'améliorer la mobilité des Kinois par la construction et la réhabilitation des infrastructures routières et ferroviaires. Pour ce qui est du budget chiffré à plus de 10 milliards, sa mobilisation se présente comme suit: 577,6 millions de dollars américains pour la tranche annuelle 2024, 878,6 millions de dollars américains pour la tranche annuelle 2025, 1,5 milliard de dollars américains pour la tranche annuelle 2026, 2,7 milliards de dollars américains pour la tranche annuelle 2027 et 5,8 milliards de dollars américains pour la tranche annuelle 2028. Kinshasa et Zobonga. Et puis le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly, a présenté le samedi 3 août au CEPAS à Kinshasa l'ouvrage du professeur Pascal Mukonde Moussoulaye intitulé « Diversité de droits dans la quête de la sécurité humaine ». Cette cérémonie des présentations a connu la présence du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique ainsi que d'éminents professeurs du droit constitutionnel. Un commentaire signé Michel Ramazani. Dans sa présentation à fond de cet ouvrage, le rapporteur de l'Assemblée nationale a commencé par peindre sur fond de l'ouvrage du professeur Mukonde la situation d'insécurité globale dans laquelle vit le peuple de l'Afrique subsaharienne. Mais pour sortir de cette impasse, le professeur Jacques Joly a salué l'adhésion du professeur Mukonde Moussoulaye à l'approche de l'anthropo-juridique, estime que la diversité des droits, c'est-à-dire une pluraliste exhaustive d'un droit inculturé avec une vision pluraliste ancrée sur les valeurs et les besoins réels de nos peuples peut nous faire sortir de la désillusion du droit importé et autiste et inutilement inflationniste. Bien avant cette présentation magistrale, scrutée par le professeur Jacques Joly, le professeur Nicole Tumba Boatia a présenté les paratextes de la préface de cet ouvrage. Je me suis attelé à chercher au-delà du fond du texte, parce que ça sépare en partition, comment l'auteur arriverait-il à captiver le lecteur au moyen de tous les paratextes qu'il s'est employé à utiliser. Eh bien, bonne nouvelle, cher professeur. Vous avez réussi à retenir toute mon attention lorsque je me suis mise à disséquer votre ouvrage. Tel on dissèque une volume. J'ai constaté avec satisfaction que l'ensemble des éléments textuels et non textuels d'accompagnement du livre qui forment justement ces paratextes est vraiment destiné à aider le lecteur à saisir et à comprendre rapidement le message que l'auteur entend faire passer au moment de l'écriture de sa production intellectuelle. C'est le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda, qui a porté cet ouvrage sur les fonds Baptiste Humeau. Car la sécurité et la finalité. Plus précisément en ce moment où notre pays doit sécuriser non seulement ses frontières, mais aussi socialement sa population. Satisfait l'auteur du livre, le professeur Pascal Mukonde Moussoulaye a exprimé sa gratitude à toutes les personnes qui l'ont aidé à atteindre son objectif, non sans appeler les uns et les autres à se l'approprier. Et puis en santé, la situation humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo continue de se détériorer, exacerbée par la violence généralisée, par les chocs climatiques, la pauvreté et la malnutrition. C'est ce qu'indique l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dans sa dernière mise à jour opérationnelle. Images et commentaires. Dans sa dernière mise à jour opérationnelle, l'Organisation mondiale de la santé indique que la République démocratique du Congo fait face aux pires épidémies de choléra depuis 2017 et de rougeole depuis 2019, ainsi qu'à une flambée émergente de variole du singe, monkeypox, anciennement connue sous le nom de monkeypox.
À la mi-juin, plus de 9000 cas de variole avaient été enregistrés dans 23 de 26 provinces du pays, y compris dans les camps accueillant de personnes déplacées internes à Goma, au nord Kivu. Le risque de propagation rapide de la maladie dans ces camps est très élevé en raison du manque d'eau, une menace majeure tant pour des personnes déplacées que pour des travailleurs humanitaires présents. Sur le plan de la sécurité alimentaire, la dernière analyse du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire révèle que 40% de la population totale de la RDC, soit environ 40 millions de personnes, est en situation d'insécurité alimentaire chronique. Ces chiffres, l'un des plus élevés au monde en valeur absolue, nécessite des interventions à long terme pour s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire dans le pays. Le dernier rapport mondial sur la crise alimentaire désigne la RDC comme l'une des plus grandes crises alimentaires au monde. Par ailleurs, 6,9 millions de personnes sont déplacées dans les provinces orientales sur un total de 7,3 millions de déplacés à travers le pays, selon les dernières données disponibles. Ouvrons cette page africaine avec le Nigeria où Bola Tinubu est sorti de son silence alors que depuis 2 semaines, son pays est secoué par la grogne sociale. Le président nigérien a appelé dimanche à la fin de manifestations qu'il qualifie de politique. Le chef de l'État a dans la foulée ouvert la voie au dialogue. Diane Bonga. Conformément au serment constitutionnel de protéger la vie et le bien de chaque citoyen, notre gouvernement ne restera pas les bras croisés et ne permettra pas à quelques personnes ayant un agenda politique clair de déchirer cette nation. En tant que président de ce pays, je dois assurer l'ordre public, conformément au serment constitutionnel, de protéger la vie et les biens de chaque citoyen. Notre gouvernement ne restera pas les bras croisés et ne permettra pas à quelques personnes ayant un agenda politique clair de déchirer cette nation. Dans ces circonstances, j'enjoins par la présente les manifestants et les organisateurs à suspendre toute nouvelle manifestation et à créer un espace de dialogue. Un appel au dialogue aussitôt rejeté par les manifestants, ils reprochent à leur président l'absence de solution à leurs revendications. Le discours du président ce matin est en deçà des attentes. Il a manqué une occasion en or de faire preuve d'empathie, de se connecter aux douleurs, à l'agonie des Nigérians. Il a manqué une occasion en or de faire preuve de leadership car il me semble qu'il n'est pas sensible à la détresse des Nigérians. Je suis vraiment déçu de ce que le président a dit dans son discours parce qu'il n'a même pas mentionné notre dialogue. Il n'a même pas mentionné nos demandes. Il nous a juste raconté des histoires qui ne nous concernent pas. Les Nigériens protestent contre la mauvaise gouvernance et la cherté de la vie et ont annoncé des nouvelles manifestations ce lundi, mais la police a promis de servir sans faire la dentelle. Il n'y aura plus de manifestations ici ou ailleurs. Tout rassemblement de ce type est illégal et nous allons sévir le cas échéant avec toute la rigueur de la loi. Selon Amnesty International, depuis le début de la grogne, 9 manifestants ont été tués lors d'affrontements avec la police, tandis que 4 autres ont été tués par une bombe. C'est que conteste la police nigérienne. C'était plutôt le commentaire des merveilles Loabeya et non Diane Bonga. Et pour finir, la diaspora malienne s'inquiète du retrait de la CEDEAO. Le membre du collectif de ressortissants maliens en Côte d'Ivoire se sont réunis dimanche à Abidjan pour échanger sur leur inquiétude face à la décision de militaires au pouvoir au Mali de se retirer et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui doit prendre effet en janvier prochain. Diane Bonga. Le président du collectif, Amadou Kodjo, ne souhaite pas que le Mali quitte la CEDEAO, car selon lui, l'impact sur la vie quotidienne serait considérable. Si le Mali quitte la CEDEAO, nous qui vivons du transport de marchandises, du travail de sécurité, comment allons-nous obtenir une carte de séjour en Côte d'Ivoire? De quoi allons-nous vivre et qu'allons-nous envoyer à nos familles restées au pays? Quelques 3 millions de Maliens vivent et travaillent en Côte d'Ivoire et s'inquiètent de leur situation si la décision de militaires au pouvoir au Mali devenait réalité dans quelques mois. Les Maliens de la diaspora sont très importants dans l'économie malienne. Donc, si aujourd'hui ils se retirent, que deviendrait la diaspora?
C'est la question que nous, on se pose en tant que jeunes maliens vivant à l'étranger. Deux militaires ont pris le pouvoir au Mali lors d'un coup d'État en 2020. Ces derniers s'y sont depuis engagés dans un bras de fer avec le pays du bloc régional de la CEDEAO qui les exhorte à organiser une élection présidentielle pour établir l'ordre constitutionnel dans le pays. Le militaire dirigé par le colonel Assimi Goïta ont adressé en janvier une lettre à la CEDEAO annonçant le retrait du pays du bloc régional. Et c'est la fin de cette édition de la mi-journée sur Mondico Télévision. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 19h Viningali Junior pour la grande édition. Au revoir.